Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc congolais principal de devises étrangères? La parité franc congolais principal de devises étrangères à l'indicatif se présente de la manière suivante. $1 américain vaut 2381,0408 francs congolais. 1 euro équivaut à 3352,3845 francs congolais. 1 franc CFA égale à 5,1107 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 163,1084 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2890 francs congolais, 1 euro équivaut à 3056 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,5 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Eric, voici le cours de matières premières. La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte 9 661,50 $ américains contre 9 576,50 $ américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une baisse. Il coûte 32 964,89 $ américains contre 33 289,80 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 357,47 $ américains contre 3 371,47 $ américains, 47 $ américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 62,78 $ américains contre 64,10 $ américains la semaine passée. La tonne de cacao n'a pas bougé. Elle est vendue toujours à partir de 8 232 $ américains comme la semaine passée. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Le gouvernement Suminoa 2 est déjà publié. On compte 53 ministres, vice-ministres, ministres délégués. Quel sera l'impact de cette taille sur le budget de l'État? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur. Il est président de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique. Professeur Florent Mouteba, bonjour. Bonjour Eric. 53 ministres, avec ministres délégués, vice-ministres. Comment vous avez réagi? L'amateurisme. Les Congolais doivent retenir une chose, c'est que la plus grande incompétence d'un responsable, d'un gestionnaire, que ce soit d'une entreprise, d'une école, d'un pays, d'un hôpital, c'est justement ne pas être capable, n'est-ce pas, de choisir les gens qui conviennent pour les défis qui doivent être levés. Je vais aller point par point. D'abord, la première chose, c'est quoi? C'est qu'en janvier, notre pays a perdu une grande partie et une des plus riches du pays. C'est pratiquement tout l'Est, tout l'Est qui est tombé. Alors, avec des dirigeants républicains, démocrates, etc., comme il peut y en avoir dans d'autres pays, un gouvernement qui vient de perdre, donc priver le pays d'une grande partie de son territoire, ce gouvernement tombe tout de suite. Il est sanctionné. Tout de suite, on ne perd pas les Nord qui vous comme ça, les Sud qui vous, et vous restez au pouvoir. Ces premiers ministres, le sous-ministre de la Défense, les ministres de l'Intérieur, tous ces gens qui étaient chargés de gérer la guerre. Mais en même temps, vous savez que plus de 3 milliards 800 millions de dollars ont été disponibilisés. Soit on a pris à la GECAMINE, soit on a pris à telle entreprise, et puis même des caisses de l'État, pour trouver rien à Goma. Lorsque l'ennemi arrive, où est passé cet argent? Oui. Il y a eu ce qu'on a appelé, il y a eu des trahisons, il y a eu des taupes qui étaient dans l'appareil sécuritaire de l'État. Donc on ne peut pas complètement accuser le gouvernement ou la première ministre et faire débarquer le gouvernement parce qu'on a parlé d'infiltration à travers cette agression rwandaise. Mais l'infiltration, est-ce que donc le président de la République se rend compte 6 ans après que le gouvernement est infiltré? C'est une mauvaise gouvernance de la sécurité.
Est-ce que vous avez entendu les Rwandais se plaindre que l'armée rwandaise est infiltrée par les Congolais? Ou la présidence rwandaise? Nous, on ne peut pas le faire. Si les services de renseignement du Congo sont incapables d'infiltrer donc le Rwanda, alors ne nous plaignons pas que le Rwanda a été capable de nous infiltrer nous autres. Donc ces gouvernements qu'on vient de remanier auraient dû être remaniés à cette époque et pratiquement tous les membres de ce gouvernement, on ne pouvait plus les revoir quelque part en train de parler du Congo ou vouloir s'occuper encore du Congo. Ça, c'est déjà ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai dit tient de ce qu'on peut appeler l'évaluation. D'abord, nous allons y revenir. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau gouvernement. La priorité, c'est le dialogue. Nous allons y revenir. Allez, il y a une énorme élite au Congo. Une grande élite. Il y a beaucoup de gens capables d'assumer des responsabilités à n'importe quel ministère de notre pays. Pour la guerre, il y a une chaîne de commandement. La première ministre ne se trouve pas dans la chaîne de commandement. Pourquoi vous avez demandé qu'on puisse faire partie de la première ministre ou les autres alors qu'ils ne sont pas dans la chaîne de commandement? Mais attendez, je pense que dans un pays en crise comme ça, on devait faire les choses autrement. C'est-à-dire avoir une structure de coordination de toutes les questions qui touchent à notre crise. Et là-dedans, on ne peut pas imaginer que la première ministre ne soit pas là. Parce qu'en temps de paix, il y a une chaîne de commandement de l'armée, n'est-ce pas? Pas de problème. Tant que cette chaîne fonctionne normalement, on ne peut pas vivre les situations que nous avons vécues à l'Est. Ça veut dire que si nous avons eu ces défaites, c'est que cette chaîne-là ne fonctionnait pas. Maintenant, nous entrons en crise. Dans cette crise, on ne peut pas mettre en place je ne parle pas de cellules, je parle vraiment d'une structure de coordination de la crise. Donc prévoir, organiser, etc. Et puis agir. Et là-dedans, la Première ministre ne pouvait pas ne pas être là, comme la Constitution le prévoit. Vous allez dire, le président de la République, il est le garant de la souveraineté, etc. La personne qui dirige le pays, dans notre Constitution, c'est le Premier ministre. Mais dans notre cas ici, le Premier ministre est laissé pour compte. Et le président fonctionne comme s'il était aussi Premier ministre. Ça, c'est la grande différence que pouvait faire entre Félix Tshisekedi, par exemple, et Joseph Kabila, que je ne soutiens pas. Hein. Les 10 premières années de pouvoir de Joseph Kabila, derrière lui, il avait un souffleur, Katumba Mwanké. Qui n'ont rien fait, qui n'ont pas développé le pays. Vous savez que jusqu'en 2011, les finances publiques étaient gérées sur la base, je crois, d'une ordonnance de Mobutu des années 87. La première personne qui va apporter la réforme, en faisant voter une loi qu'on appelle la LOFIP. Vous connaissez la LOFIP? La loi sur les finances publiques. C'est la loi cadre qui a remplacé la loi de 87. Vous voyez un peu la durée là. Donc ce vide a été comblé par Joseph Kabila. Nous sommes en 2010. La loi sur la passation de marché. Vous savez, la Cour des comptes, elle a été aussi créée par une ordonnance des années 87 aussi. Mais en 2018, il y a une loi organique sur la Cour des comptes qui organise la Cour des comptes. Et que même notre président actuel a mis du temps à appliquer. C'est lui qui rend opérationnel la Cour des comptes, le président Tshisekedi. Non, mais en 2022, il fallait attendre 4 ans. 2018, mais la Cour des comptes n'avait pas les moyens, n'avait pas les pouvoirs pour opérer, mais sous Tshisekedi, la Cour des comptes est opérationnelle. Elle a même organisé son premier procès, on a vu à la télévision, c'est sous Tshisekedi. Non, la Cour des comptes n'a pas les moyens. La Cour des comptes aujourd'hui, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Je vais vous donner des exemples. 100 millions d'habitants. La Cour des comptes, elle a une 50aine de magistrats, tous presque de mon âge. Et donc ces 50 magistrats, dans un pays pareil, où vous avez, tout le monde doit être contrôlé par la Cour des comptes. Vous pensez que c'est avec ces 50 magistrats qu'on peut faire ça? La Cour des comptes aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a un premier président, il y a un procureur général de la Cour des comptes, il y a des magistrats. C'est tout. Ils ont peut-être quelques véhicules pour circuler. Alors, et ça, ce sont les moyens. Vous savez combien il y a de magistrats à la Cour des comptes en Chine? 2 millions de magistrats. L'Afrique du Sud, ici, il y en a 2000. Est-ce que l'Afrique du Sud a notre dimension? Ça qui fonctionne. C'est mon domaine. Je suis tous les jours. Et je suis en contact avec la Cour des comptes tout le temps. Ils n'ont pas les moyens. La Cour des comptes a pu être mise en place comment? À cette époque, moi, j'ai contribué à l'évaluation d'un accord qui était signé par la République avec un milliardaire juif, Dan Gettler. Avec la société civile, nous avons participé à évaluer un peu donc cet accord-là. À cette époque, j'ai rencontré souvent des collaborateurs du président.
Et je me rappelle que c'est avec le gouverneur de la Banque centrale actuelle. Je ne le juge pas du point de vue de son honnêteté ou non, intellectuellement. C'est quelqu'un qui est intellectuellement au point. C'est avec lui, à cette époque. J'ai insisté tout le temps qu'on s'est rencontrés. Excellence, réformons la Cour des comptes. Je vais bien vous aider un peu, mais je pense que je serai très heureux si vous pouvez, pendant ce temps que nous travaillons un peu ensemble, réhabiliter la Cour des comptes. Vous voyez dans quelles conditions ça a été? Nous, pendant 10 ans, nous, ODEP, avec le comité d'orientation des réformes des finances publiques et avec d'autres, nous avons travaillé vraiment pour que les réformes et que la loi actuelle, la loi de 2018, elle est venue du COREF, de notre travail, n'est-ce pas? Mais pour maintenant la mettre en application, ça a été tout un problème. Donc, le président n'a pas d'excuse. Je crois qu'on peut continuer avec le gouvernement. On s'acharne contre certains animateurs. Ce que je trouve assez injuste, quoi. Comme la ministre de la Jeunesse, Mais qu'on arrête. Moi, je crois que le lynchage que je vois dans les réseaux sociaux, etc., est très injuste vis-à-vis d'elle. Elle ne s'est pas choisie pour devenir ministre. Elle a choisi par quelqu'un. C'est vrai qu'elle est trop jeune pour être ministre, qu'elle aurait dû avoir ne fût-ce qu'une dizaine d'expériences de la vie professionnelle, par exemple. Mais cela étant dit, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous espérons que c'est son cas. Et que si elle se dote d'un bon directeur de cabinet, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un d'âgé et d'expérimenté, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Et moi, je lui conseille de prendre parmi les directeurs de l'administration de la jeunesse. Elle doit pouvoir trouver quelqu'un qui pourra l'encadrer. Regardez, par exemple, je ne m'acharne pas sur lui, Moussa, partout il est passé. Vous avez les résultats. Quels sont les résultats pour le peuple congolais ? Pour le développement de la République. On a suivi des réformes déjà au niveau du plan, au niveau du commerce extérieur. Il y a eu des lois qui ont été implémentées. Il y a eu l'ANAPEX qui a été mise en place. Au niveau du portefeuille, on a vu des lois sur les mandataires publics. On a vu les lois sur le désendettement des entreprises publiques. Ça, c'est une nouveauté, monsieur Florimond. Il y a 116 entreprises publiques. Aujourd'hui, elles sont toutes en faillite. Laquelle est sortie du lot ? Laquelle ne reçoit pas, n'est pas une charge pour les trésors publics. Laquelle ces entreprises. Donc, par exemple, vous parlez des lois. Vous savez, nous, au DEP, dans les jours qui viennent, nous avons travaillé avec des partenaires extérieurs pour proposer une loi justement sur les entreprises publiques. Elle est portée par le député Passisa Pamba de la PRAC. C'est lui qui porte cette loi. Elle vient de l'ODEP. Et nous allons, peut-être à la fin de cette semaine, il y aura un point de presse pour aller proposer cette loi. Mais s'il y avait une bonne loi, pourquoi nous avons proposé autre chose? Là-dedans, on a eu tout le monde. On a eu les gens du secrétaire général au portefeuille, on a eu les gens du COPIREP, on a eu plusieurs personnes qui sont venues travailler avec nous par rapport à ce projet-là. Mais c'est un véritable problème avec les entreprises publiques. 116 entreprises publiques en faillite. La RDC est sortie de la zone noire, elle a fait 3 millions de dollars américains. La bonne gouvernance a fait qu'elle est sortie de la zone noire. On peut faire 3 millions, mais on doit dépenser, en fait, on a des besoins de 4 millions. Vous voyez, à ce moment-là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Là, elle sortira du lot quand nous verrons dans les budgets annexes qu'il n'y a plus de subventions accordées à la Régie des eaux, ou à la SNEL, ou à n'importe lesquelles, à la GECAMINE, etc. Toutes elles sont devenues un poids lourd pour les trésors publics. Sortir de l'auberge, c'est commencer à faire des bénéfices. Même si vous faites qu'1 million de bénéfices, eh bien, au moins vous avez couvert. Ou même si seulement vous êtes à ce qu'on appelle en matière de gestion, au point mort. Le point mort, c'est pas de bénéfices, pas de pertes. Bénéfice que ça, il n'y en a pas une seule. Donc, vous voyez, et évidemment, je ne voudrais pas ici dire des choses qui vont paraître comme une insulte au président de la République. Comment il évalue les gens? Il évalue comment? Pour les reprendre et les mettre tout le temps au gouvernement. Le président, il a vraiment les capacités d'évaluer ses collaborateurs. C'est une question. Si lui n'en a pas, mais tu peux recourir à des cabinets d'évaluation, il y en a. S'il n'a pas confiance à nos cabinets congolais, il peut prendre un cabinet américain, un cabinet européen, et dire non, mais moi je vais sortir un gouvernement, évaluez-moi ces gens-là. Il peut commander des audits pour tous les ministères de la RDC avant de faire un nouveau gouvernement. Et dit auditez-moi un peu ces gens. Vous êtes pessimiste quant aux résultats que pourrait engranger sur le plan économique le gouvernement Souminwa II? Mais le gouvernement Souminwa II, la question est simple. Quelles sont les performances que nous avons connues dans notre pays
avec ce gouvernement, d'abord, n'est-ce pas? Que ce soit sur le plan macroéconomique. Stabilité du cadre macroéconomique. Oui, mais les cadres macroéconomiques, c'est parfois du bluff, hein, excusez-moi de le dire. Les cadres macroéconomiques peuvent paraître corrects uniquement en se basant sur l'économie d'extraversion, c'est-à-dire sur nos exportations en minerais, etc., etc. Nos exportations en minerais, les acteurs, c'est qui? Les acteurs, c'est souvent les multinationales, n'est-ce pas? Ce sont les multinationales qui engrangent des bénéfices et tout. Nous avons fait un travail dernièrement, toujours quand on faisait ce travail avec mon bureau d'études sur les plans de formation pour les entreprises publiques. J'ai envoyé une délégation à la Sicomine. La Sicomine, vous arrivez là-bas, c'est une enclave chinoise. Même les gardiens sont des Chinois. Il n'y a pas de Congolais vraiment là-bas. Et c'est la seule entreprise dont on n'a pas pu avoir des informations parce qu'elle était aussi concernée par le plan de formation. C'est une entreprise d'économie mixte où les Congolais donc ses parts, etc. Je vous dis qu'on n'a pas été reçu à la Sicomine. Donc c'est vous dire que moi je ne parle pas en l'air. Je suis sur le terrain. C'est vrai que les gens me voient toujours avec l'ODEP, mais même avec l'ODEP, je suis dans la pratique. Mais j'ai un bureau d'études que j'ai créé depuis aujourd'hui, ça fait presque 30 ans. Tout ce que vous voyez de moi ici, c'est mon bureau d'études. J'ai eu des marchés très importants. Lorsque j'ai construit cette maison que vous voyez, je venais d'avoir un marché d'1 500 000 $ avec le projet Pressar. Donc c'était un marché sur la sensibilisation donc des paysans congolais donc à la question de la sécurité alimentaire. On a fait un travail incroyable, vous voyez. Et donc, je suis sur le terrain du développement. À cette époque, j'étais en partie à Kinshasa. J'avais aussi une résidence et des bureaux à Lubumbashi, à Kananga, à Mbuji-Mayi. Et donc, je ne parle pas en l'air. Donc, le gouvernement Soumina 1, le bilan, quel est le bilan pour vous? Mais c'est les gouvernements pendant lesquels il y a eu pas mal aussi de détournements dans les domaines. Vous avez entendu tout ce qu'il y a eu comme détournement, non? Tous les détournements que nous avons dénoncés, c'est aussi pendant les gouvernements de Mme Souminois. Les lampadaires, les Moutamba aujourd'hui, etc. Et la défense nationale, c'est-à-dire les fonds destinés à la sécurité, dont on ne voit pas comment ils ont été utilisés, pour lesquels il n'y a jamais eu d'audit, pour lesquels on n'a jamais puni personne, parce que c'est ça. On nage dans l'impunité, on ne peut pas dire autre chose. Mais moi, je m'en fous, parce que vous savez que ces gens-là me menacent. On m'appelle, hein? Un type qui m'appelle de la présidence, il me menace. Ah, vous ne faites que critiquer, etc. Messieurs, je vais continuer à vous critiquer. Parce que ce que vous faites pour le pays, ce n'est pas bon. Vous dites toujours tout n'est pas bon, mais il y a quand même des points positifs. Il n'y a pas que de négatif. La stabilité des prix sur le marché, il n'y a pas une surchauffe comme on avait enregistré de manière effrénée il y a quelques années. Le carburant, le prix est stable. Comment est-ce que vous ne reconnaissez pas ces mérites du gouvernement sur le plan économique? Vous ramenez toute l'économie du Congo à ça, au prix du carburant. Le carburant, c'est le thermomètre pour observer la situation sur les prix sur le marché. Mais si nous entrons, par exemple, dans comment le budget de l'État a été exécuté d'abord en 2024 et puis les 3 premiers mois de l'année 2025, vous savez que nous avons publié un rapport, il n'y a pas 2 jours. Et dans ce rapport, nous démontrons que janvier, février, mars, par exemple, ce n'est pas différent des pratiques des gouvernances budgétaires passées. Par exemple, vous prenez les domaines, par exemple, de la santé. Vous savez combien a été le budget de la santé, à quel niveau il a été exécuté? 17% des prévisions budgétaires. Mais allez voir maintenant les institutions et autres. Tous sont dans les 130, 140%, etc. Vous voyez, la santé, l'éducation, pareil. L'agriculture, 2%. Vous voyez, 2%. Quand vous donnez 2% à l'agriculture, vous savez vous-même, Eric, que l'agriculture est le secteur qui a un potentiel énorme de création d'emplois et de richesses. Est-ce que lorsque nous restons à ce niveau-là, les prix, vous savez, les prix peuvent être régulés artificiellement avec beaucoup d'importations.
Quand vous regardez dans les paniers de la ménagère, même chez vous à la maison, vous verrez que 90% de vos revenus vont à l'achat des produits importés. Et c'est ce qu'on peut faire. Nous avons des fruits ici. Vous voyez, là, on n'est pas encore allé dans le développement endogène comme il se doit. Nous sommes toujours... Et aujourd'hui, vous voyez par exemple avec les fameux accords avec les Américains. Mais cet accord, vous avez lu souvent mes écrits, mes livres, ce que je dénonce. Je dénonce pourquoi Lumumba est mort, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un jour une deuxième indépendance, fondée sur une prise en main par nous-mêmes de notre économie, en développant une économie endogène, etc. Vous vous rappelez qu'on a tout dit de Mobutu, mais en 1966, Mobutu, devant les mauvaises pratiques de la Belgique et autres, a nationalisé une multinationale belge qui s'appelait l'Union minière du Haut-Katanga. Vous voyez? Mais Mobutu n'a pas pris les minéraux congolais, courir jusqu'aux États-Unis, dire prenez. C'est pire que tout ça. Il y aura un partenariat stratégique. On va discuter, ça sera gagnant-gagnant. C'est pas gagnant-gagnant. Encore une fois, là, nous avons notre communiqué numéro, je crois, 24 de cette année, critique à fond cet accord. N'est-ce pas? Le premier défaut de cet accord, c'est d'accentuer l'extraversion de l'économie du pays, qui est la faute principale dans laquelle nous nageons depuis 65 ans. Lumumba est mort à cause de ça. Parce qu'on a vu qu'il voulait que le Congo maîtrise son économie, se rapproprie ses richesses, Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, est-ce que vous trouvez normal que le Congo n'ait pas une banque? Regardez, ils sont tous venus. Je parle déjà de Kabila aussi. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la SOFIDE, la Société de Financement et Développement, qui était sous Mobutu et qui avait des difficultés. Si petit à petit, on avait recapitalisé la SOFIDE peut-être avec 1 milliard, 2 milliards de dollars, aujourd'hui, il y aurait pas mal de petites et moyennes entreprises qui auraient été financées. Et aujourd'hui, les Américains ne vous diraient pas, oui, on va travailler, mais l'argent des États-Unis pas passer par les banques rwandaises. Parce qu'eux, ils ont des banques. Vous voyez ça? Allez, que ce soit Kabila ou lui-même Tshisekedi. Ne fût-ce qu'une banque, bon sang. Vous savez, Mobutu a créé la banque de Kinshasa avec De Colo, le papa de syndicat. Ils ont créé dans ce Congo ici, il y avait une banque congolaise. La NBK. La NBK, la nouvelle banque de Kinshasa. Vous voyez. Vous avez aussi des gens comme Kinwelo, je crois. Alors, mais ce monsieur avait une banque, il a créé. À l'époque, ça s'appelait... BIC. Aujourd'hui, elle a été vendue, achetée par d'autres personnes. Mais c'est pour vous dire quoi? Qu'il y avait dans ce pays des Congolais, j'ai encore le souvenir de Kisombe. Kakoumouissi, lui, c'était pas dans les banques, mais il était dans d'autres domaines, montage automobile, il était dans les meubles, n'est-ce pas? Il avait une usine, là, à Kingabwa, là, hein? Donc société de meubles, etc. On avait un début d'industrialisation dans ce pays-ci. Mais aujourd'hui, tout ça, vous savez, tout ce qu'il y avait à Kingabwa, ce sont des églises de réveil aujourd'hui. Tous ces entrepôts sont devenus des églises de réveil. Qu'a fait Mme Soumino et M. Félix Tshisekedi pour redémarrer l'industrialisation, mais sur de bonnes bases? Non, il va aller demander une usine de montage automobile. Ces usines de montage, il y en avait plein que Mobutu avait fait venir, mais sur de mauvaises bases, parce que ce n'était pas des véritables industries de construction automobile, c'était des montages. Pour monter, il faut seulement acheter à Renault tout, à Leyland tout, etc. Et vous montez sur place. Mais lorsque ceci ne pouvait se faire à l'époque, parce que la Gécamine, les devises coulaient. Mais quand il y a eu des problèmes à partir de 73, il y a eu des problèmes ici avec la hausse du prix du carburant dans le monde arabe, etc., etc. Toutes ces usines ont fermé. Pourquoi? Parce que même les jantes étaient fabriquées à l'étranger, les carrosseries étaient fabriquées. Tout ça pouvait se faire ici. On pouvait avoir ne fût-ce qu'une intégration dans le montage automobile de même 50%. Donc les carrosseries, toutes ces choses sont faciles à faire. Les moteurs peut-être, mais le reste, les amortisseurs, tout ça pouvait
pouvait se faire au Congo. Mais avec la guerre, là, vous parlez tout à l'heure de 3 milliards de dollars qui ont été affectés à la guerre. Comment est-ce qu'on peut booster l'économie avec un budget d'investissement amputé? S'il en était allé à la guerre, lorsque les Rwandais sont arrivés, ils auraient trouvé une armée. Ils auraient trouvé une armée en fonctionnement. Non, ils n'ont pas trouvé d'armée. Donc c'est allé ailleurs. Donc vous savez, il y a tellement à dire sur la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, dans tous les secteurs, budgétaire, militaire, sécuritaire, santé, éducation, n'en parlons pas. Vous suivez les scandales des diplômes d'État? Sumina 2, vous ne donnez aucune chance à Sumina 2 pour relancer l'économie, remettre sur orbite l'économie, malgré que nous sommes en train de sortir petit à petit de la guerre. On sort de la guerre de quelle manière? C'est ça le problème. On sort de quelle manière? Moi, je ne sais pas. En prenant comme ça les minéraux stratégiques du Congo, en les donnant aux Américains, moi, je n'ai rien contre les Américains. D'ailleurs, vous savez, je dois vous avouer que j'ai beaucoup d'estime pour les dirigeants américains, pour leur pays, de ce qu'ils font pour leur pays. Moi, j'ai visité les États-Unis la première fois en 1993. Je devais assister à une conférence à Harvard University et sur le Congo. J'étais en ce moment-là en Europe. C'était ma première fois d'arriver aux États-Unis. Après, j'ai quitté Boston parce que Harvard est dans Boston, hein, dans la ville, dans la province, dans l'État de Massachusetts. Je suis allé visiter New York et tout. Je vous dis, je suis rentré, moi qui étais quelqu'un de gauche, presque d'extrême gauche, communiste, hein, parce que j'avais une carte du Parti communiste français. Quand je suis rentré, je vous dis que je suis devenu fanatique des États-Unis. Je disais à tout le monde, voilà notre modèle de développement. Parce que le développement des États-Unis est vraiment endogène. La survie des États-Unis par rapport à son commerce extérieur, c'est peut-être 1% de leur PIB. Hein. Les restes ici, c'est eux-mêmes. Je dis, voilà un pays. Quand tu es sur des routes américaines, mon ami, mais c'est pas possible, quoi. Donc, moi, personnellement, j'ai une très, très grande sympathie pour le développement économique des États-Unis. C'est un modèle qu'on peut suivre, mais pour le suivre, il faut une classe politique. Il faut des gens... d'ailleurs, les États-Unis, moi, je les condamne sur une chose, c'est ne coopérez pas avec n'importe qui. Ne coopérez pas avec n'importe qui. Ce qu'ils font aussi parfois, c'est non-assistance à peuple en danger. Quand vous coopérez avec n'importe qui, tu vois, des gens faibles, très faibles, vous coopérez avec eux. Vous allez avoir votre compte, pas de problème, mais nous, quand vous coopérez avec des gens comme ça. Donc, franchement, moi, j'ai beaucoup d'estime hein, pour les gouvernements, malgré mon idéologie de gauche. Mais ici, au Congo, je ne construirai jamais le communisme ici. C'est impossible. Ils le savent très bien. C'est des idées pour le progrès social, pour être sûr que la justice qui est subjective sera là, etc. C'est pas pour changer l'économie du Congo, en faire une économie... même en Union soviétique, ce n'est plus ça. Alors, tête du gouvernement, 53 ministres, vice-ministres, ministres délégués, vice-premier ministre, ministre d'État, c'est toujours exagéré? Vous savez combien il y a de ministres dans le gouvernement burundais actuellement? Avec le premier ministre, ils sont 14. Il y a un premier ministre et 13 ministres. Vous voyez. Vous savez combien il y a de ministres dans le gouvernement américain? Ils ne sont pas plus de 20. Hein? Ils ne sont pas plus de 20. Mais un pays comme celui-ci, avec tous les problèmes qu'il a, c'est quoi? Juste une redistribution des revenus à des amis ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Congo n'a pas besoin d'un gouvernement pareil. Vous savez, en 2022, l'ODEP a publié un document, une étude sur la réduction du train de vie de l'État. Quand le président a été candidat, avant les élections, il est passé sur Top Congo. Nous sommes en 2023, c'est ça. Il a rejeté les idées là, de réduction du train de vie de l'État. Quelqu'un lui en a parlé, il dit « Ah !» Il est revenu sur les salaires des députés. Alors que la réduction du train de vie, c'était d'ailleurs chez vous, à Top Congo, la réduction du train de vie de l'État n'a rien à voir avec seulement la réduction du train de vie des institutions. Lui comme sa première ministre, il s'acharne sur... Mais les institutions, il y en a combien? Le Parlement, la présidence, etc. C'est tout l'État.
qu'il y a des problèmes. Les détournements se font partout, n'est-ce pas? Les caisses noires, qu'on appelle souvent frais secrets de recherche, frais d'intervention, secrets d'intervention économique et sociale, c'est là-dedans qu'ils puisent. Mais ils ont quand même les kilos d'accepter la corruption, les rétrocommissions. Mais en dehors de ça, ils ont déjà ces caisses-là. Tu comprends pourquoi ils n'enlèvent pas ses amis, hein? Ils ont une manne où ils peuvent prendre, tu vois. Et quand nous proposons que les salaires du président soient de $5,000 par mois, on crie, mais attendez, le président de la République, il est pris en charge par la nation. Il y a une maison civile, chef de l'État. Il est logé, nourri, véhiculé, tout. S'il a $5,000, où est le problème? Non. Et là, avec lui, on ne sait même pas combien il touche. Parce que jusqu'aujourd'hui, il dit toujours aux Congolais, je ne connais même pas mon salaire. Vous voyez, ça, ce n'est pas sérieux. 53 ministres, mais c'est trop. D'abord, il a dit qu'il allait réduire le nombre. De 54, il descend à 53. Vous voyez, il a réduit. Et ils ont osé parler des réductions du train de vie des institutions. C'est comme ça qu'on va les réduire. On a 53 membres du gouvernement. En quoi ça va impacter négativement l'économie congolaise? Mais de plusieurs manières. D'abord, c'est une source de détournement, une source de corruption, etc. Nous disons que nous avons un budget nous arrivons parfois à 14 milliards, n'est-ce pas? Nous sommes capables d'avoir un budget de 30 milliards. S'il n'y a pas de problème dans la mobilisation des recettes, n'est-ce pas? Vous voyez tous les... quand vous envoyez un agent de la DGI ou autre aller inspecter pour voir si le monsieur a payé tous ses impôts, etc., vous savez combien de mensonges on nous ramène sur ce qui est dû à l'État, qui n'a pas été payé par un Libanais, un Indien ou autre. C'est-à-dire, lorsqu'on ne peut même pas compter sur tous les moyens venant des impôts, et même les impôts en question. Vous savez, nous sommes combien de personnes imposables? 200 000. Sur 100 millions. Comment faire pour arriver à avoir un fisc 1 million, 2 millions, donc de personnes imposables? Eh bien, c'est en développant l'économie. Et l'économie en question, c'est quoi? C'est en donnant la priorité à l'agriculture. Je viens de vous dire que dans l'exécution du budget, que ce soit en 2024 ou déjà en début de cette année, l'agriculture est à 2%. On vous dit que nous avons donné 1 milliard. 1 milliard. Mais si vous prenez 1 milliard, vous prenez 1% ou 2%, ça donne combien? Si on réduit la taille du gouvernement, on peut booster l'agriculture. On économise, oui. On va économiser beaucoup. Vous savez, on dit qu'un ministre touche dans les $50 000 par mois. Mais ça, ce n'est que ce qu'il touche. Ce qu'il coûte globalement, les véhicules, et ceci et cela, les caisses noires qui sont détournées à tour des bras, ils coûtent trop cher ces gens-là. Si nous avons maximum une vingtaine de ministres, allez, on donne quand même, on laisse à Félix la possibilité, et qui sont bien choisis. Il y a moyen de développer ce pays. Mais tel qu'on est parti, ce gouvernement n'est pas un gouvernement qui peut développer le pays. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule chose que moi je peux dire aux Congolais, c'est quoi? Eh bien, on va faire comme on peut aller même jusqu'à ce qu'on a fait en 92. C'est-à-dire réclamer le dialogue national inclusif. Maintenant, notre priorité, c'est ça. Ce gouvernement, il est rejeté par l'opinion publique. Dans sa taille, dans sa composition, etc. Ce gouvernement ne fera rien pour le pays. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'ODEP, observateur de la dépense publique. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Les denrées alimentaires de première nécessité sont vendues de la manière suivante. Un tas de bananes plantains coûte 3 000, 5 000, voire 10 000 francs. Celui de pommes de terre coûte 2 000, 3 000, voire 5 000 francs. Une maisonnette ou écolo de maïs coûte 2 000, 2 500 et la plus grande est à 4 000 francs congolais. Un seau de cossette de manioc coûte 20 000 francs congolais. Le prix du sac dépend de sa grandeur. 100 000, 200 000, voire 250 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 57 500.
La maisonnette ou copeaux coûte 2000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 40 500 francs, 57 000 voire 63 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Une mesurette ou écolo de semoule coûte 2500 francs congolais. Une mesurette ou copeaux de haricots coûte 3500, 4000 voire 5000 francs congolais. Le sac varie entre 200 et 282 dollars américains. Une mesurette ou sacombi de sel coûte 1000 francs. Une mesurette ou écolo de sel coûte 4000 voire 4500 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 litres coûte 121 500 francs congolais. Celui de 5 litres coûte 30 voire 35 000 francs congolais. Les prix des vivres frais n'ont pas changé cette semaine. Un carton de chinchard coûte 260 000 francs congolais et le kilo est à 10 000 francs comme la semaine passée. Celui de poulet est à 90 voire 95 000 francs congolais et un poulet coûte 12 voire 13 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 70 dollars américains. Le kilo est à 27 000 francs congolais. Un carton de tripes coûte 28 dollars américains. Un carton de viande de bœuf coûte 125 dollars américains et le kilo est à 22 000 francs congolais. Un carton de cuisses de poulet coûte 20 voire 22 dollars américains et le kilo est vendu à 8 000 francs congolais. Un kilo de poisson mungusu coûte 10 000 francs congolais. Un tas de poissons fumés va jusqu'à 100 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo des frétins en provenance de Dubaï coûte 10 000 francs congolais. Les frétins Undakala provenant du Kassai coûtent 20 000 francs la mesurette ou écolo. Les poissons salés appelés bitoyo coûtent 15, 20 voire 25 000 francs congolais par poisson. Une botte des pointes noires coûte 2 000 voire 3 000 francs congolais. Celle d'oseille est à 1 000 francs. Celle de feuilles de patates douces coûte 1 000, 2 000 voire 3 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc pendant cette saison sèche coûte 5 000 voire 10 000 francs congolais. Elle était à 2 000, 3 000 voire 5 000 francs congolais, la plus grande botte. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 000 francs. Une orange coûte 500 voire 1000 francs. Un tas d'oranges coûte 1500, 2000 voire 3000 francs. Un ananas varie entre 3000 et 10 000 francs. Une pastèque coûte 8000, 15 voire 20 000 francs congolais. Une chikwang coûte 500, 1000 ou 1500 francs congolais. Un pain est vendu à partir de 500 francs congolais. Merci Biroma Tanda. On se retrouve donc la semaine prochaine. Alors professeur, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Dialogue national inclusif, les préparatifs sont en cours, mais les choses traînent, on dirait. Les choses traînent parce que le président n'en veut pas. Il a fait ce gouvernement pour échapper à un gouvernement qui pourrait être issu donc du dialogue, un gouvernement de transition, un vrai gouvernement de transition. Maintenant, ce que le président risque, c'est quoi? Ce que le président risque, c'est que l'opinion, de plus en plus, se convainc encore plus du fait qu'il ne veut pas de dialogue. C'est-à-dire qu'il ne voit que ses intérêts. Et bon, c'est tout. Mais non. Alors, il faut qu'il comprenne que le Congo ne lui appartient pas. Le Congo ne lui appartient pas. Avant lui, il y a eu 4 autres présidents. Il y a eu 4 autres régimes. Kasavubu est mort. Mobutu est mort. Kabila père. Kabila fils est encore là, mais je ne lui souhaite pas la mort. Mais j'ai dit que quand je parle de mort, ils sont passés. Je ne souhaite pas non plus à Tshisekedi la mort. Qu'est-ce que doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui doivent faire? Mais nous avons fait tellement d'analyses, mon cher Eric, je ne veux pas revenir sur toutes les analyses que nous venons de faire et qui sont même dans mes livres ou dans les analyses de l'ODEP. Il n'est pas capable de le faire. Dialogue Doha, dialogue de Washington, ça va permettre d'aboutir rapidement à la paix? C'est chercher la solution à notre pays avec l'extérieur. Malgré toute ma sympathie pour les Américains, je pense que c'est trop tard. Hein. On est déjà allé là-bas. Bon, il faudra voir comment on va combiner les résultats de ces négociations avec un dialogue interne. Il ne faut pas être dans les rejets. Non. Pour les dialogues, par exemple, qu'est-ce que moi je propose? C'est-à-dire la société civile doit faire un effort pour appuyer les dialogues de la CENCO. Moi, j'étais contre au début. Okay? Mais aujourd'hui, j'ai dit, si nous voulons réussir quelque chose, vous voyez, le président vient de nous plonger dans une crise encore plus grande. C'est-à-dire que vous avez la méfiance de la population vis-à-vis maintenant du président et du gouvernement. La méfiance est totale. Lisez les réactions de la population. Vous savez qu'aujourd'hui, l'UDPS est le parti politique qui combat Félix Tshisekedi à cause de ce gouvernement. Écoutez-le. Écoutez les gens de l'UDPS.
Alors quand il en est arrivé là, il n'y a rien de bon qui nous attend. Donc, ce que nous lui conseillons, c'est quoi? Qu'il laisse les dialogues se faire. Évitons le 16 février 92. Nous voulons le dialogue. Allons au dialogue, prenons le schéma de la Cinco. À l'intérieur, nous allons voir ensemble. Après, vous savez, la Cinco, c'est la société civile aussi. Nous verrons ensemble des choses qu'il faut corriger. Mais moi, j'appelle vraiment toute la société civile à soutenir les dialogues de la Cinco. Les schémas de la Cinco, nous allons les corriger ensemble. Parce que nous aussi, on a travaillé dernièrement sur un schéma. On va voir comment faire. Mais mettons-nous tous derrière les schémas de la Cinco. Et s'il faut, les églises, là, nous ont déjà démontré par le passé qu'elles étaient capables aussi de mobiliser la population. Le 16 février 92, c'était l'église catholique. Réclamons les dialogues. Nous disons au président, votre gouvernement, là, nous les rejetons. Ça, ce n'est pas un gouvernement pour résoudre la crise que nous avons, multidimensionnelle. Mais nous voulons les dialogues. Aider à faire les dialogues. Entre-temps, vous êtes là parce qu'il faut bien un gouvernement. Nous n'avons aucune confiance en ce gouvernement. Il ne résoudra aucun problème. Donc aujourd'hui, c'est le dialogue. Ou rien. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'ODEP, observatoire de la dépense publique. Professeur Florimond Mouteba, merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. Merci Eric, merci. C'est toujours un plaisir d'être invité par vous. Et ça nous permet d'éclaircir pas mal de problèmes de notre pays. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.